Bonjour, on est aujourd'hui jeudi 25 décembre 2014 et il est environ 11h40. C'est Noël. En ce jour de Noël, je vais vous parler de quelques éléments. Donc le pardon, la politesse, le respect et certains aspects de notre vie sociale. Je commencerai par le pardon. Pourquoi pardonner? Pardonner, c'est ne pas reproduire le mal que quelqu'un d'autre nous a fait. Parce que je rappelle que les humains se sont toujours massacrés. Cela a commencé depuis le meurtre de Caïn par Abel. Lire la Bible, Genèse 4, si je ne me trompe pas. Mais ce dont on nous parle le plus souvent dans le monde, c'est l'esclavage, la colonisation, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est les deux aspects qui remplissent les livres. C'est les quelques aspects, pardon, les 3 ou 4 aspects qui remplissent les livres. Je viendrai d'abord sur l'esclavage. Effectivement, l'esclavage a toujours existé dans les sociétés. Mais cet esclavage-là, c'était plus un esclavage sous forme de vassalisation. C'est-à-dire que la personne qui était esclave était nourrie, logée et travaillait pour un maître ou pour un supérieur. Ça a existé à l'époque d'Athènes, ça existait, d'ailleurs même les Britanniques ont fait esclaves les Irlandais. Voilà, c'est pas nouveau. Par contre, les esclavages les plus intenses, ce sont les esclavages arabes. Effectivement, c'est les Arabes qui ont commencé l'esclavage moderne. Parce qu'il faut savoir que le mot slave, esclave vient de slave. Parce qu'effectivement, à une époque, les Arabes venaient faire des razzias en Europe pour ramasser les femmes et les transformer en esclaves. Et d'ailleurs, l'esclavage arabe n'est pas spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esclavage arabe ne visait pas une ethnie sociale donnée. C'est-à-dire que les Arabes, ils faisaient prisonniers tous les gens qui étaient vaincus. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'ils venaient en Europe faire des razzias pour prendre des femmes et les transformer en esclaves. Et même dans les pays arabes, quand ils faisaient la guerre, ils transformaient les prisonniers de guerre en esclaves. Et quand ils étaient allés en Afrique, ils ont transformé les Noirs en esclaves. Ils les ont amenés en Arabie. Par contre, l'esclavage vis-à-vis des Noirs était particulièrement cruel. Parce qu'il faut savoir que les Arabes, une fois qu'ils amenaient les esclaves noirs en Arabie, ils les castraient pour qu'il n'y ait pas de reproduction entre les hommes noirs et les femmes arabes. Ça, c'est l'aspect cruel. Maintenant, si on prend l'exemple de l'esclavage occidental, la particularité de l'esclavage occidental, c'est qu'elle a été industrialisée. Effectivement, il y en a qui nous disent, il y a des historiens comme M. Olivier Pétré-Groniot qui nous dit que les Africains ont pratiqué l'esclavage. Certes, il n'a pas tort. Toutefois,
cet esclavage, c'était comme l'esclavage d'Athènes, à Athènes ou ailleurs. C'est-à-dire que c'était une forme de vassalisation. C'est-à-dire que l'esclave travaillait pour ses maîtres, il était logé, nourri, il était respecté, mais par contre, on ne le tuait pas et on ne lui coupait pas les jambes. L'esclavage occidental a commencé dans les années 1500, au 15e ou 16e siècle. Cet esclavage a commencé d'abord en Amérique, lors de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui était d'ailleurs juif. De maintenant, c'est attesté que Christophe Colomb est bien d'origine juive. Donc, les Européens, voyant que les Indiens ne résistaient pas au travail qu'on leur imposait, ont été chercher des esclaves en Afrique, des esclaves noirs particulièrement. Il y en a qui nous disent, oui, c'est les Africains qui ont vendu les esclaves aux Européens. Admettons, mais ça, ce n'est qu'au début. Au début, effectivement, les Européens venaient, les Occidentaux venaient avec des objets de pacotille qu'ils donnaient aux Africains, et ces derniers-là leur donnaient des esclaves en échange. Mais ça, je répète, ce n'est qu'au début. Parce que quelque temps après, les Européens se rendant compte que les Africains n'avaient pas le moyen de défense, allaient faire leur razzia sur les côtes africaines. Ils venaient souvent avec des armes et des canons. Il y en a qui nous disaient que non, c'était un commerce. Mais expliquez donc. Expliquez-moi donc, comment se fait-il que si vous faites un esclave avec quelqu'un, vous venez avec des canons et des armes? Si on fait un commerce avec quelqu'un, on vient tranquillement, on amène sa marchandise et l'autre nous donne la sienne. La tienne, pardon. Donc au début, effectivement, il y avait un échange d'esclaves entre les Européens et les Africains. Mais au bout d'un certain temps, c'est les Européens qui eux-mêmes rentraient, massacraient les populations et ramassaient ou capturaient une majorité d'entre eux pour les transformer en esclavage, pour les mettre dans les bateaux et les amener en Amérique. Et je rappelle que la plupart des armateurs de ces bateaux-là étaient juifs. Ça a été attesté maintenant. Pour cela, je vous renvoie à la conférence du professeur Govis Gomez qui s'intitule « Les relations entre les Noirs et les Juifs » sur Internet. Il y a un autre historien qui avait soulevé cet aspect-là de l'esclavage pratiqué par les Juifs. C'est l'historien israélien Israël Shak, qui était l'ancien président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, qui est mort il y a quelques années, je pense. Donc, l'esclavage pratiqué par les Européens était particulièrement cruel, parce qu'il faut savoir que lors de la traversée de l'Atlantique, du commerce triangulaire, beaucoup d'esclaves étaient jetés dans les océans et se faisaient bouffer par les requins. Et une fois arrivés aux Amériques, ils étaient vendus comme de la marchandise. Effectivement, il faut rappeler que dans la définition de l'esclavage occidental, l'esclave est considéré comme un bien meuble qui appartient à son maître, et ce dernier peut en disposer comme il veut. Il peut le vendre, il peut en faire il peut en disposer à sa guise. Et d'ailleurs, cet esclavage a été favorisé, a été accepté par l'Église à l'époque, parce que l'Église considérait que les Africains n'avaient pas d'âme. Donc ils étaient moins que des animaux. Raison pour laquelle cet esclavage a été massif.
Donc je rappelle qu'une fois que ces esclaves arrivaient en Amérique, ils étaient vendus, parqués dans des hangars et ensuite vendus. Et les maîtres les utilisaient comme ils voulaient. Et les esclaves qui essaient de se sauver, on leur coupait les pieds. Pour cela, je vous renvoie au feuilleton américain qui s'appelle Kunta Kinte pour en voir les aspects réels. Et une autre chose, d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné la dissension entre les juifs américains et les afro-américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les afro-américains, dans les études, ont découvert qu'il y avait des juifs qui avaient pratiqué l'esclavage. Et quand ils en ont parlé, ça a entraîné une certaine dissension entre la communauté afro-américaine et la communauté juive américaine. Parce qu'il faut effectivement rappeler une autre chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de juifs qui sont impliqués dans l'histoire des droits civiques aux États-Unis pour promouvoir l'œil noir dans les États américains. Il y a beaucoup de juifs qui ont participé aux droits civiques, à la lutte des droits civiques. Ça, il faut le reconnaître. Mais depuis que ces derniers ont découvert qu'il y avait des juifs qui avaient participé à l'esclavage, ça entraînait une certaine tension entre eux. Et l'autre aspect qui entraîne la tension entre la communauté juive et la communauté afro-américaine, c'est qu'une partie de la communauté afro-américaine, se convertissant à l'islam, a commencé à soutenir la cause palestinienne. Ce qui a fait que beaucoup de juifs américains qui étaient très sionisés ont commencé à s'écarter des afro-américains. Et cela a entraîné une tension. D'ailleurs, parmi ces gens-là, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Farrakhan, qui a parlé de l'esclavage des juifs et du soutien des Noirs aux Palestiniens. Donc ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître je ne dis pas que tous les juifs étaient des esclavagistes. Non. C'est une oligarchie, c'est une partie. Et c'est comme la colonisation. On ne peut pas dire que la colonisation a été pratiquée par tous les Européens. Non. Ce n'est qu'une partie. L'élite. D'ailleurs, c'était des compagnies privées qui allaient en Afrique pour coloniser les États africains. Et d'ailleurs, pourquoi la décolonisation s'est produite? C'est parce qu'en fait, les États européens se sont rendus compte qu'on utilisait les impôts des citoyens européens au bénéfice de compagnies privées pour construire des infrastructures qui bénéficiaient aux compagnies privées dans les colonies. Évidemment, on ne peut pas dire que les autres Européens, donc bon, les gens qui habitaient en Europe, n'en ont pas bénéficié indirectement. Si. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, qu'un Ardéchois, un Corrézien, un gars de la Creuse, ou un gars de Vichy, au fin fond de Vichy, a participé à cela. Non. Ils en ont effectivement bénéficié indirectement par le développement que cela a entraîné pour le pays dans lequel ils sont. Mais on ne peut pas les accuser d'avoir participé à ça. Là, je reviens sur la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on nous en parle énormément. Donc, excusez-moi, je reviens juste 2 minutes sur la colonisation. Bon, effectivement, les Africains ou les autres pays qui ont été colonisés accusent souvent les Européens d'avoir été violents. Effectivement, la colonisation a été une chose très très violente, il faut le reconnaître. Mais si on prend le cas de l'Afrique, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos,
la colonisation a apporté quand même une certaine culture occidentale et la langue. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, il y a des centaines de langues. Donc, quelle langue aurait pu dominer par rapport à une autre? Je ne sais pas. Donc, la colonisation, malgré ses défauts, a apporté quand même la langue anglaise, la langue espagnole, la langue française, la langue portugaise. Ça, on ne peut pas le nier. Et une certaine culture occidentale qu'on peut fustiger ou pas. Mais la réalité est là. Et ça a permis quand même aux Africains, globalement, de parler des langues occidentales. Et la plupart des administrations africaines sont basées sur le modèle occidental. Et les violences qui sont en Afrique ne sont pas dites qu'aux Occidentaux. Ça, je l'ai déjà dit encore. Effectivement, tous les panafricanistes tels que Kémy Séba veulent que les Africains s'unissent. Non, je suis d'accord avec lui. Mais ce que je crains même pour des gens comme Kémy Séba, c'est qu'un jour qu'ils se fassent liquider. Parce qu'effectivement, ce qu'il prône est très beau, il faut le reconnaître. Tout ce qu'il dit, moi, je le soutiens. Mais, vous savez, il y a eu des gens avant lui. Hein. Il y a eu Sankara, il y a eu Lumumba, il y a eu plein d'autres qui ont été tués par des Africains. On ne peut pas dire que c'est les Occidentaux qui ont fait tout ça. D'accord, comme j'ai dit la dernière fois, l'Occidental, il vous donne l'arme. Mais il ne vous demande, il prend pas, il met pas l'arme dans votre main pour tuer votre frère. Donc, toutes les violences qui sont en Afrique sont peut-être en partie dues à la colonisation ou à l'impérialisme, mais ces derniers-là ne sont pas seuls responsables de ça. Les Africains ont quand même une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Tous les coups d'État, si on prend par exemple l'exemple de Sankara qui a été tué par Compaoré, d'accord, on peut dire que les armes sont des armes occidentales. Mais personne n'a demandé à ces gens-là d'aller tuer Sankara. Patrice Lumumba, c'est pareil. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur la Deuxième Guerre mondiale. On nous parle souvent du nazisme, du national-socialisme. Effectivement, dans tous nos livres d'histoire, on va dire la plupart des livres d'histoire scolaire, on ne nous montre que l'aspect négatif du national-socialisme. Jamais le côté positif. Moi, je dis que ce n'est pas parce que Hitler a écrit Mein Kampf qu'il est arrivé au pouvoir. C'est parce que, à l'époque des années 30, l'Allemagne était dans un tel état de délabrement économique qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Et Hitler a eu tant de succès parce qu'il a réussi à remonter économiquement et socialement l'Allemagne. Ça, faut le lui reconnaître quand même. Et en plus, on dit qu'Hitler, c'est comme s'il était tout seul. Non, il faut quand même dire qu'il a bénéficié de soutien d'infrastructures industrielles européennes et américaines, de banques américaines et de banques européennes. Et d'ailleurs, Hitler, d'après certains historiens, est d'origine juive. Alors, ça s'explique par le fait que sa grand-mère avait travaillé dans une famille juive de Vienne et un des garçons de cette famille juive avait violé la grand-mère qui a donné naissance de ce viol est issu Alois Hitler, le père de Hitler. Donc, du viol de la grand-mère de Hitler est né son père Alois Hitler qui a donné naissance à Hitler.
Donc on peut affirmer, selon certains historiens, que Hitler a des ascendants juifs. Là aussi, je vous renvoie au film qui s'appelle Hitler de sa naissance à sa mort, fait par un Italien. Et il affirme que Hitler a des descendants, a une descendance juive, a une ascendance juive, pardon, du fait du viol de sa grand-mère par un garçon juif. Et il faut savoir autre chose, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des juifs allemands qui ont envoyé une lettre de soutien à Hitler contre le communisme. Et que parmi les Waffen-SS qui ont envahi la Pologne en 1939, il y avait des officiers juifs allemands. Ils s'en sont peut-être écartés en se rendant compte du génocide qui est en train de se passer. Et même ce génocide-là, on nous parle souvent de la solution finale dans les livres d'histoire. Mais apparemment, selon le professeur Forisson et certains historiens, les nazis avaient envisagé une solution finale territoriale. Et là, ça change tout. Ce n'est pas une solution finale. Ce n'est pas la solution finale. C'était une solution finale territoriale. Ils avaient envisagé d'amener les Juifs à Madagascar ou en Ouganda ou en Argentine, pardon. Et surtout pas en Palestine ou en Arabie, selon les nazis, à cause du vaillant peuple arabe. Voilà. Donc il y a ça, il faut le dire. Et il faut mettre tout ça sur la table et supprimer toutes les lois mémorielles pour que l'histoire soit revue comme il faut. Parce que dans l'histoire, il faut faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et voir les aspects positifs et les aspects négatifs. Aussi bien pour la colonisation, pour l'esclavage, que pour le nazisme. Évidemment, l'esclavage a quand même provoqué plus de traumatisme que le reste. Hein. Ça, je le reconnais que l'esclavage, ça a été vraiment une abomination. Donc, sur la Deuxième Guerre mondiale, il faudrait revoir tous les aspects. Parce qu'on ne peut pas dire que Hitler était tout seul. Non, il y avait tout un tas d'intellectuels qui le suivaient, aussi bien juifs que non-juifs. Hein. Évidemment, je dis qu'ils se sont rendus compte, il y en a qui s'en sont écartés après en se rendant compte de ce qui s'est passé. Donc, du génocide qu'il était en train de perpétrer sur les Tziganes et les Juifs. Donc je souhaiterais, moi, qu'on mette tout ça sur la table, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité pour que les peuples puissent s'unir et arrêter de se faire la guerre. Ça ne sert strictement à rien. En dehors de la destruction de l'humanité. Enfin, je me rappelle d'une phrase de l'alchimiste Patrick Burensteinas, qui avait dit un jour que lors de la création, Dieu avait créé d'abord l'homme. Avait créé d'abord, Satan, ou Iblis, comme disent les musulmans, avant de créer l'homme. Et une fois qu'il a créé Satan ou Iblis, il a mis de côté. Après, il s'est mis à créer l'homme. Et une fois que l'homme est créé, il a demandé à Satan ou Iblis de se prosterner devant l'homme. Et il a refusé. Il a refusé en disant que l'homme ne valait pas la peine qu'on se prosterne devant lui. Raison pour laquelle Dieu l'a banni du paradis. Et franchement, avec ce qui se passe entre les hommes, j'ai l'impression qu'on est en train de donner raison à Satan ou Iblis. On est en train de lui donner raison, effectivement, que l'homme ne vaut pas la peine qu'on se prosterne pour lui.
Parce que vu les destructions qu'on est en train de faire sur cette terre, vu les guerres qu'on est en train de se faire, vu les dissensions sociales qui sont en train de se passer, on est en train de lui donner raison. Et là, je vais revenir aussi sur M. Éric Zemmour, qui dit que l'islam risque de provoquer une guerre civile en France. Il n'a peut-être pas tort. Mais pourquoi l'islam créerait une guerre civile en France? Parce qu'il faut savoir quand même que l'islam, lors de sa descente, au moment où il y avait le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas la guerre directement. Il faisait la guerre parce que il se faisait attaquer. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'islam n'était pas admis. Ils étaient attaqués de toutes parts. Donc ils étaient obligés de se défendre. Mais les gens qui font la guerre actuellement, comme en Irak ou en Syrie, pour moi, c'est des cinglés. C'est des gens qui ont mal interprété l'aspect de l'islam. Et les jeunes musulmans qui sont en France, qui vont en Syrie se faire tuer, ou en Irak se faire tuer, même s'ils tuent des gens, ce que je désapprouve absolument. Pourquoi ils y vont? C'est parce que la société française ne leur donne pas une perspective positive. Parce que vu l'état de déliquescence de nos élites, vu le mensonge que font les médias en permanence, ça s'explique. Une autre chose qui explique cela, c'est qu'il faut savoir que lorsque les parents de ces gens-là, des jeunes immigrés sont arrivés en France, ils ont été parqués dans des zones où ils se regroupaient tous. Ce qui a fait que la plupart de ces gens-là ne parlent même pas français. Et voyant qu'ils ne sont pas considérés, évidemment, il y en a qui se tournent vers l'islam. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec le terme employé, je pense, par M. Alain Soral, qui disait souvent c'est des islamo-racailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, ces jeunes-là, souvent les jeunes de banlieue qui se convertissent à l'islam, c'est des voyous. Parce que souvent, on remarque souvent que ce sont des gens qui ont fait de la prison, qui sont des anciens délinquants. C'est souvent des voyous qui se convertissent à l'islam. Mais tout en se convertissant à l'islam, ils continuent à être des voyous. Mais sous couvert de l'islam. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont convertis à l'islam qu'ils ne sont plus voyous. Parce que normalement, quelqu'un qui respecte l'islam, il ne devrait pas insulter, il ne devrait pas voler, il ne devrait pas frapper quelqu'un. Ça, c'est indéniable. Donc, quand M. Éric Zemmour dit qu'on risque d'aller à la guerre civile, il faut quand même accuser les élites qui font une différence communautaire en France. Bon, cette différence communautaire, moi je le dirais, je prendrai l'exemple des films que j'ai vus, les films des années 70 à 2000. Si on prend par exemple les films d'Alexandre Arcadi, dans un des films par exemple où jouait Richard Berry, je pense que c'est les liens de sang ou les liens de sang ou les liens sacrés, dans lequel il joue le rôle d'un arabe, alors que Richard Berry est juif. Malgré qu'il soit juif d'origine berbère, maghrébine, hein. Mais c'est un juif. Et pourquoi on n'a pas donné le rôle à un arabe dans le film? Pourquoi Richard Berry, qui est juif, joue le rôle d'un arabe? Parce que si on prend l'aspect économique dans ce film-là, on considère que l'aspect économique. Évidemment, l'acteur qui joue le rôle de l'arabe, il est payé. Donc, socialement, il bénéficie d'une ascension. Alors que si on avait mis un arabe à sa place, ce jeune arabe-là aurait bénéficié de cet argent-là et il aurait bénéficié d'une ascension sociale. Dans la plupart des films d'Alexandre Arcadi,
Les Arabes sont joués par des Juifs. Et je prends l'autre exemple aussi, c'est le film Les Rivières pourpres, tiré du livre de Jean-Christophe Granger. Il faut savoir que dans le livre de Jean-Christophe Granger, le capitaine Reda, c'est un beurre qui est associé au commissaire Niemens, qui est joué dans le film par Jean Reno. Mais dans le film, en réalité, qu'est-ce qu'on a pris pour jouer le rôle de l'arabe? Vincent Cassel, qui est d'origine juive. On aurait pu prendre quand même un arabe pour lui permettre de bénéficier d'une ascension sociale, pour bénéficier de l'argent de ce film. Mais non. Voilà les incohérences de notre société. Et la personne n'a rien dit. Ça n'a choqué personne. Évidemment, inconsciemment, les jeunes maghrébins voyant ça, ils se disent qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans notre société, dans la société française. Alors que le malheur, c'est qu'ils sont nés dans ce pays. Raison pour laquelle, quand il y a un match de foot entre l'équipe d'Algérie et l'équipe de France, ces jeunes Français dont les parents sont nés en Algérie brandissent le drapeau algérien, ce qui n'est absolument pas normal. Ça, c'est quelque chose qui est condamnable. C'est comme d'ailleurs les sionistes qui brandissent le drapeau israélien lors des manifestations. Ça ne devrait pas être admis dans la République française. C'est comme les politiques qui vont se prosterner au CRIF tous les ans lors du dîner du CRIF. Ça ne devrait pas être admis non plus. Tout cela crée des dissensions. Je suis d'accord avec M. Éric Zemmour que l'islam devrait s'intégrer en France. Parce que l'islam n'est pas une religion de violence. Malgré que, effectivement, dans les textes, il y a des passages violents. Dans tous les livres religieux, d'ailleurs. Si vous vous rappelez bien, dans la Bible, il y a des passages violents. Hein. Mais il faut savoir que c'est des livres qui sont arrivés à une certaine époque. Et comme je disais tout à l'heure, à l'époque de l'arrivée du Coran en Arabie, l'islam était considéré comme une secte. Et donc, les musulmans étaient pourchassés de partout. D'ailleurs, si on considère même le terme musulman, on est tous musulmans. Parce qu'on est tous, ça veut dire, soumis à Dieu. Après qu'on soit croyant ou pas, peu importe. De toute façon, on est créé par quelque chose. Donc, si on veut qu'il y ait une intégration totale dans notre pays, il ne devrait pas y avoir de préférence communautaire. Nos hommes politiques devraient arrêter de soutenir Israël contre la Palestine ou contre les pays arabes. On devrait régler ça de façon diplomatique. Je ne vois pas en quoi les hommes politiques français se mettent à se prosterner devant le CRIF et accepter tout ce que fait la LICRA. Et que tous les journalistes dénaturent les manifestations qui se font ou quand les gens critiquent les sionistes, ils les traitent d'antisémites. Bon, maintenant je reviens sur le problème de l'ascension sociale concernant les films. Donc je disais tout à l'heure que la plupart des films réalisés par Alexandre Al-Kadi ou certains cinéastes en France, les Arabes étaient joués par des Juifs. Donc socialement, c'était pas convenable. Parce qu'à mon avis, si dans un livre ou dans une histoire, c'est un Arabe qui est dans les faits, il n'y a pas de raison que dans le film, on ne prenne pas un Arabe pour jouer le rôle. D'ailleurs, c'est ce dont s'était rendu compte l'administration américaine il y a quelques années de cela, en voyant que dans les films, il y avait très peu de Noirs et qu'ils ne bénéficiaient pas de l'ascension sociale. Voyant cela, l'administration américaine a imposé aux réalisateurs
et aux producteurs d'Hollywood de faire participer les Noirs dans les films. Ce qui a donné d'ailleurs l'ascension de types comme Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Danny Glover, Jimmy Rocks et tous les autres. Et cet aspect-là a permis effectivement d'avoir une certaine élite noire dans les films américains. Mais évidemment, en France, on dit qu'il n'y a pas de communauté. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de communauté légalement, mais dans les faits, on voit bien qu'il y a des communautés qui sont favorisées par rapport à d'autres. Ça, ce n'est absolument pas normal. Parce que dans la République française, il ne devrait pas y avoir de communauté, il ne devrait pas y avoir de lien, de communauté entre la personne et la République. Normalement, ça devrait être un lien direct de l'individu à la République. Donc, si on veut donc qu'il y ait la paix dans ce pays, il faudrait faire les choses de façon juste. Maintenant, je vais parler de la politesse et du respect. Moi, je pense que le respect et la politesse et la gentillesse sont les trois aspects essentiels d'une vie sociale normale. Parce que si vous êtes poli, vous êtes respectueux, vous êtes souriant vis-à-vis de quelqu'un, il n'y a pas de raison que cette personne-là vous déteste. À moins que cette personne ne soit mentalement dérangée, ce qui peut arriver. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racistes, hein. Attention. Mais je prends mon exemple, sans être narcissique, sans tout ramener à moi. Dans mes études, j'ai fait presque le tour de France. Et la plupart du temps, j'ai été dans des villages reculés de la République française. Et je n'ai jamais eu de soucis. Parce que j'ai toujours essayé de respecter les gens, d'être poli par rapport à eux, vis-à-vis d'eux. Voilà. Parce que pour moi, si vous êtes poli, vous êtes gentil, vous êtes respectueux vis-à-vis d'une personne, quelle que soit sa couleur et son origine, il n'y a pas de raison qu'elle vous déteste. Si quelqu'un vient chez vous, que vous lui dites bonjour, que vous le respectez, si la porte est fermée, quand vous passez à un endroit, que vous ouvrez la porte à quelqu'un, que dans un métro, vous vous levez pour laisser la place à une personne âgée ou à une femme enceinte, je ne comprends, je ne vois pas pour quelle raison quelqu'un vous détesterait. Maintenant, si vous venez dans un endroit, vous commencez à insulter les gens, vous êtes désagréable, vous n'êtes pas poli, mais il ne faut pas s'étonner de vous faire détester. Parce qu'il est plus facile de se faire détester que de se faire accepter. Ça, je me rappelle, mon père me disait un jour, si tu es un voyageur et que tu vas dans un pays et que dans ce pays-là, ils sont tous borgnes, ferme l'œil jusqu'à ce que tu passes. Cela voulait dire quoi? Que si nous venons dans un pays, il faut respecter ses us et coutumes. Rien de plus. Donc, il faut respecter les choses, respecter les gens et être poli. À partir de là, les choses se passeront bien. Maintenant, je reviens encore sur le pardon. J'entends souvent des gens dire que, par exemple, lors d'un accident, quelqu'un tue une personne d'une famille. J'entends les gens de la famille dire que oui, tant que la personne qui a commis le crime n'est pas condamnée, ils ne feront pas leur deuil. Mais ça vient du fait que ça fait des années qu'on inculque cela aux gens. Prenons l'exemple, par exemple, d'un accident. Donc, il y a un chauffeur qui renverse quelqu'un sur une route, qui le tue. Pourquoi dire que tant que le gars qui
qui a tué la personne n'est pas condamné, on ne peut pas faire notre deuil. Je ne comprends pas. Prenons l'exemple de cette personne qui est renversée. Si elle était conducteur, elle se fracasse contre un arbre, ou elle se fait foudroyer sur la route, ou bien qu'elle tombe dans une rivière, ou bien dans un ravin, est-ce qu'il faudrait supprimer là tous les arbres de la route qui sont sur la route? Supprimer la foudre, supprimer les rivières, supprimer tous les ravins parce qu'il est tombé dans un ravin pour faire notre deuil? Ça ne ressemble à rien. Tout ceci est lié au fait que les gens n'ont plus aucune croyance. Parce que si franchement on est croyant, que ce soit chrétien, musulman, on pardonne. Pardonner, c'est quoi? C'est accepter de ne pas faire la même violence que l'autre vous a fait. Sinon, ça devient de la vengeance. Si par exemple quelqu'un tue un membre de votre famille, vous n'avez pas à aller tuer quelqu'un de sa famille ou le tuer. Pardonner, c'est ça. Maintenant que quelqu'un prenne un fusil ou prenne un couteau et tue quelqu'un dans un village ou dans une ville, effectivement, il faudrait le condamner. Condamner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut l'écarter de la société jusqu'à ce qu'il ne puisse plus reproduire les mêmes choses. Parce que pourquoi il faut l'emprisonner ou l'écarter de la société? C'est parce que si c'est un tueur dans un village ou dans une ville, il paralyse l'aspect social et économique de ce village ou de cette ville. C'est tout simplement ça. Parce que le fait de mettre quelqu'un en prison, ça n'empêche pas le meurtre. Hein. Ou même si on le tuait, ça ne changerait rien. Si on prend l'exemple des États-Unis, dans certains États des États-Unis où il y a la peine de mort, mais ça n'empêche pas qu'il y a des meurtres en permanence aux États-Unis. Alors expliquez-moi que dans un pays où il y a la peine de mort, il y a tant de meurtres. Je ne comprends pas. Donc tous ceux qui disent que tant que quelqu'un qui a commis un crime n'est pas condamné, ils ne peuvent pas faire leur deuil, je trouve cela incompréhensible. Attention, à moins que le crime qui a été commis volontairement. Hein? J'ai dit tout à l'heure que si la personne prend un fusil et qu'il tue des gens dans un village ou dans une ville, effectivement, il faut l'écarter de la société. C'est tout simplement ça. Parce que de toute façon, on ne peut pas condamner quelqu'un éternellement. Il sortira bien un jour de prison. Et maintenant, s'il reproduit la même chose, effectivement, là, il faut essayer de l'écarter définitivement. Je suis pour ça. Je suis pour cette sévérité-là. Quelqu'un qui récidive de la même façon, alors qu'il a été condamné, mais là, il faudrait le mettre en prison à vie. Peut-être même. Ça ne me pose aucun problème. Mais en revanche, quelqu'un qui tue quelqu'un par accident sur une route, je ne comprends pas qu'on dise que tant qu'il n'est pas condamné, on ne fait pas notre deuil. Donc dans ce cas, si le gars qui a été tué par une foudre ou par quelque chose de la nature, ben, il faut supprimer la nature. C'est complètement imbécile. Tout ça c'est fait pour engraisser les tribunaux. Parce que s'il y avait le pardon, il n'y aurait pas tant de procès. C'est comme dans les divorces. J'explique toujours aux gens avec qui je discute, comment se fait-il que des gens qui se sont connus avec amour se séparent avec violence? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et la plupart des avocats, lors d'un divorce, si vous allez les voir, ils ne vont pas vous dire faites-le à l'amiable. Évidemment non. La plupart des avocats vous diront ben non, ils vont essayer de mettre de l'huile sur le feu. Tout ça dans un but financier. Voilà. Mais bon, ça après c'est l'aspect légal des choses, évidemment.
Je n'accuse pas non plus les avocats parce qu'il faut qu'ils vivent. Mais bon, moi je pense que la plupart des avocats, si vous divorcez et que vous allez les voir, donc forcément, l'avocat de chacun des couples va dire à l'autre, ben, envenime la situation, ils vont essayer d'envenimer la situation pour que les choses ne s'arrangent pas et finissent par durer. Et plus les choses durent, plus on dépense de l'argent. Voilà, c'est ces aspects-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, je demande à ce qu'on instaure le pardon dans ce pays pour que les choses aillent mieux. Et que les gens qui se disent musulmans, qu'ils arrêtent de s'insulter, de se taper dessus, de provoquer de la violence. L'islam n'a jamais demandé ça. D'avance, merci.